sont à suivre dans ce journal. Ouverture d'un atelier de 2 jours sur le renforcement du rôle des médias dans la promotion des droits de l'homme. L'initiative est de la Commission béninoise des droits de l'homme, CBDH. Objectif, outiller les acteurs des médias pour mieux assurer leur rôle de diffusion. Du matériel à usage médical pour le centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant Lagune. C'est un don des ONG béninoises, Initiative et Développement Global Bénin et française Phénix Humanitaire International. Voilà pour le sommaire. Merci de nous préférer pour vous informer. Le discours du président de la Cour suprême, c'est l'intervention que beaucoup ont retenue du colloque scientifique organisé la semaine dernière par la Cour constitutionnelle du Bénin. Pourtant, le discours de Ousmane Batoko n'est pas sans reproche à en croire maître Jacques Migan. Il a accordé un entretien au quotidien Le Matinal sur le sujet. Latif Ouboni nous résume ses propos. Certaines des décisions du juge constitutionnel béninois ont en effet ébranlé bon nombre de juristes africains dans leur certitude scientifique. À un discours qualifié par plus d'un de tonitruant, une réaction sanglante. Le bâtonnier Migan a voulu recadrer et rectifier les imprécisions du discours de Ousmane Batoko à l'occasion du colloque scientifique de la Cour constitutionnelle. C'est le Matinal qui lui en a donné l'occasion à travers un entretien paru ce lundi. Le bâtonnier Migan est revenu point par point sur les allégations de Ousmane Batoko, notant les inexactitudes. Le président du conseil d'administration de l'Association des hautes juridictions francophones, président de la Cour suprême, dans son discours, a fait croire que la 6e mandature de la Cour constitutionnelle ne procède que par voie de revirement. Jacques Migan voit en cette affirmation une inexactitude. Il précise que des 600 décisions rendues par la Cour constitutionnelle en un an, seules 4 se sont écartées des références jurisprudentielles existantes. Toutes les autres, à savoir 596 décisions, sont restées sur la droite ligne de la jurisprudence de la haute juridiction. Sur la question de certaines lois validées par la Cour Djogbenou, des lois telles que celle qui a institué la CRIET, le code électoral et son certificat de conformité, la loi sur l'embauche, le bâtonnier pense qu'il ait fait un mauvais procès à la Cour constitutionnelle. Une juridiction, dit-il, qui n'est nullement à l'initiative des lois et qui se contente juste d'exécuter ses tâches conformément au couloir à lui réservé par les textes, notamment le contrôle de constitutionnalité des lois, la régulation des pouvoirs publics et la régulation des libertés fondamentales. Jacques Migan va souligner dans cet entretien que les propos du président de la Cour suprême s'apparentent aussi fort bien à celle d'un donneur de leçons, tant il semble interpeller la Cour Djogbenou sur le respect des principes de non-immixtion dans les prérogatives de la juridiction que lui, Ousmane Batoko, préside. Pourtant, dira Jacques Migan, la 6e mandature a érigé la non-immixtion en principe sacro-saint. Preuve, jusque-là, la Cour constitutionnelle 6e mandature n'a jamais déclaré contraire à la loi la moindre des décisions de l'institution de Batoko. Il va plus loin en trouvant dans la Cour au lot plusieurs décisions qui prouvent que la non-immixtion n'a pas été de tout temps respectée. Un rappel comme pour dire à Ousmane Batoko que si procès il y avait, il lui fallut le faire à d'autres mandatures, pas à celle de Djogbenou qui met de plus en plus d'accord les observateurs. Il se tient depuis ce matin un atelier de 2 jours sur le renforcement du rôle des médias dans la promotion des droits de l'homme. C'est une initiative de la Commission béninoise des droits de l'homme CBDH dont les activités ont démarré depuis 9 mois au Bénin. Le thème choisi pour cette formation entre bien dans le cadre des actions promises par la Fondation, Friedrich Ebert. Le hearing sur le renforcement du rôle des médias dans la promotion des droits de l'homme qui vise donc à outiller les acteurs des médias pour mieux assurer leur rôle de diffusion pour le respect de ces droits inhérents à la personne humaine. Suivant un extrait du président de la CBDH. Veiller à ce que la législation nationale soit conforme aux normes internationales garantissant la liberté d'expression et la liberté de la presse et prendre des mesures pour prévenir la suspension arbitraire des médias. Il s'agit des recommandations numéro 118 et 193. Et nous avons constaté, après novembre 2018,
en début 2019, que des journalistes ont été inculpés pour diffusion de fausses informations. Nous avions constaté une censure de l'Internet le jour où le pays organisait les élections législatives. Tout cela laisse craindre pour la liberté d'expression et la liberté de presse. Et la Commission a estimé qu'il était de notre devoir d'aller vers les professionnels des médias et de discuter de ces questions-là. La journée d'hier, mardi 17 septembre 2019, n'a pas été de tout repos pour le ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable, Didier José Tonato. Il est descendu en personne à Porto Novo et à Semepodi pour s'enquérir de l'évolution des travaux du projet asphaltage. Au cours de son périple, le ministre a relevé des ratés qu'il a observés sur les chantiers visités. On note en général un retard dans l'avancement des travaux de ce département. Le compte-rendu, c'est sur les images de Paul Estessa aussi. C'est pas Porto Novo que José Didier Tonato, ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable, a démarré sa visite des chantiers de l'asphaltage dans l'Ouémé. Accompagné du maire de la ville et du directeur général de l'entreprise en charge des travaux, le ministre a observé avec attention l'évolution et la qualité des travaux et y a apporté des observations. Dans cette rue, dans le quartier d'Avier, c'est la cassure de certains pavés qui n'ont pas plu à l'autorité ministérielle. Les observations varient d'une rue à une autre. Ici, dans le quartier d'Assin, c'est la construction des escaliers à l'entrée de certaines maisons sans l'établissement préalable d'un plan d'aménagement des trottoirs que le ministre a déploré. C'est à démolir. Parce que si à le faire, c'est pas comme ça que ça doit être fait. Vous savez qu'en voulant faire après le trottoir, on peut encore créer une dénivelée entre le trottoir et la limite, par exemple, pour réduire toujours cette décote-là. Oui. C'est une question d'aménagement. Donc la solution doit être présentée, analysée, tranchée dans le sens de l'esthétique urbaine que nous voulons. Porto Novo, c'est le lot 15A du projet asphaltage qui prend en compte 10 rues. Les travaux sont en cours sur toutes les rues et sont à un taux d'avancement de 40%. Nous avons déjà des rues qui sont déjà pavées en partie et d'autres qui sont encore en cours de traitement. Le délai contractuel est de 24 mois. Nous sommes en train de faire environ 12 mois. Et il reste encore 12 mois, mais qui sont tout juste à côté. L'effort sera fait pour rattraper non seulement les retards qui sont observés. Après la visite des chantiers dans la capitale, cap a été mis sur Semepodi. Le ministre a là encore attiré l'attention de l'entreprise en charge des travaux et de la mission de contrôle sur les imperfections constatées. Sur l'ensemble des travaux, un retard est remarqué. Un retard de près de 6 mois, ce n'est pas peu. Sur un chantier qui est ouvert pour 15 mois à Semepodi et 24 mois à Porto Novo, nous devons retrousser les manches sur les délais, mais surtout sur la qualité et la présence sur les chantiers, de façon à ce que les populations constatent que parce que nous sommes en retard, nous travaillons jour et nuit. Si les gens ont l'impression que nous sommes en retard et que ça ne gêne personne, ça pose problème. Quand ça dérive sur le délai, ça dérive également sur les coûts. C'est ce que nous ne voulons pas. Asphaltage ne sera pas un éléphant blanc. Aucun projet du PAG ne sera un éléphant blanc. Et je pense que, après avoir fait le tour, nous nous sommes entendus pour tracer un chronogramme serré. Nous avons répondu à tous les sujets qui étaient en attente pour libérer l'entreprise. Et je pense qu'à partir de maintenant, nous allons prendre une autre cadence en matière de contrôle, en matière surtout de supervision. Et nous allons faire la supervision ensemble avec la mairie de Semepodi et avec la mairie de Porto Novo. L'entreprise en charge des travaux dans l'Ouémé a fait la promesse de travailler pour corriger les imperfections notées. Je n'ai pas le choix que de réussir les projets pour le bien-être de tout le monde. Au cours de la visite des chantiers de l'Ouémé par le ministre José Didier Tonato, les élus locaux des deux communes ont affirmé leur soutien à la réussite du projet asphaltage. Les riverains devant qui s'est déroulée la descente du ministre ont salué les démarches de développement prônées par le chef de l'État, Patrice Talon. Suivant le compte rendu.
À Porto Novo comme à Semepodi, la délégation ministérielle a tenu dans chaque mairie une séance de travail avec les techniciens pour s'enquérir des difficultés techniques et organisationnelles liées aux travaux du projet asphaltage. Dans les deux communes, la descente sur le terrain a été effectuée en présence des maires qui ont fait part de leur entière disponibilité à travailler pour la réussite de ce projet. En ce qui nous concerne particulièrement à Porto Novo, nous avons essayé de négocier avec les riverains pour le dégagement des voies. Nous avons négocié, parce que tous sont d'accord aujourd'hui pour libérer les emplis de voies et normalement tout devait se passer. Ce qui nous revient, c'est que d'ici là, nous allons pouvoir, au niveau de la mairie, dédommager ces personnes qui sont dans ces cas-là. Ce qui nous a réconforté aujourd'hui, le ministre nous a rassuré que la construction des murs qui seront défaites sera réalisée par les entreprises. J'invite les uns et les autres à être beaucoup plus sages et à collaborer avec les entreprises qui sont vraiment en train de nous permettre d'avoir une certaine visibilité au niveau de la ville. Il n'y aura pas d'éléphant blanc sur le programme asphaltage. Je crois quand même que ceux à qui les travaux sont confiés savent à quoi s'en tenir. Pour nous autres, nous sommes satisfaits d'abord du programme et de la descente du ministre parce que ça relance les choses. Si le gouvernement se bat pour faire les infrastructures, il faut que le maillon final qui est la collectivité locale nous prenne la main pour la réussite totale. Que ce soit à Porto Novo ou à Semepodi, la visite des chantiers s'est déroulée sous le regard attentif des populations qui ont félicité le président Patrice Talon et salué sa vision de développement. Moi, je n'ai jamais eu l'intention qu'on n'aura pas quelque chose comme voir à Porto Novo. Bientôt maintenant, ça va faire un an. Le monsieur le président Patrice Talon, il est bon. Parce que quoi, avant là, c'est rien que dégradation. Maintenant là, tout va mieux. Certains présidents qui sont passés, mais ils n'ont pas même cette idée pour réparer la voie. Mais lui, il est arrivé, bon, par la grâce de Dieu, il a essayé. On le remercie, c'est notre président Patrice Talon. Notre président est un président ambitieux. Si c'était lui qui avait fait les 50 ans, j'espère que Porto Novo ne sera plus comme ça. À Semepodi, c'est 9 km de rue à asphalter et 22 km à Porto Novo. Les chantiers de la capitale devront être livrés dans un an et ceux de Semepodi en novembre 2019. Je vous l'annonçais en titre. Cérémonie de remise de dons de matériel à usage médical au centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant Lagune, CHUMEL, hier matin. Ce don est le fruit du partenariat entre l'ONG béninoise Initiative et Développement Global Bénin et l'ONG française Phénix Humanitaire International. Le point de la rencontre, c'est avec Sandra Kakbo, Latif Boni et Aliou Anthony. Un soutien pour le centre hospitalier universitaire de la mère et de l'enfant Lagune, soutien matériel de taille. Ce don fort de 2 conteneurs de 40 pieds, composés de mammographes, de tables d'opération, de tables d'accouchement, de plusieurs lits médicalisés complets, de matelas, de tables de chevet, de tables de repas au lit, de plusieurs fauteuils d'accouchement, de chariots respirateurs, d'anesthésie, de chariots de transfert allongés, de fauteuils de repos à dos inclinable, de blouses, de poupinelles, de nettoyeurs à ultrasons, de chariots trieurs de linge, des consommables pharmaceutiques et médicaux. L'ensemble de ce matériel est en très bon état et révisé tout de même par le soin de nos techniciens et soigneusement convoyé par le travail collectif de toute l'équipe de PHI. Nous avons fait l'effort lors d'un de nos passages en Europe d'aller dans les magasins de l'ONG pour vérifier ce qu'ils voulaient donner et nous assurer que ces équipements étaient effectivement de bonne qualité et qu'on pouvait les utiliser sur plusieurs années avant que éventuellement le gouvernement ne donne d'autres équipements. Ce don de matériel est l'œuvre de 2 organisations qui ne sont pas à leur premier geste. Phénix Humanitaire International, que je représente, apporte de l'aide pour soutenir le système de santé publique dans des pays en développement. Phénix Humanitaire International apporte également les nouvelles technologies sur place et forme le personnel médical
à l'utilisation de celle-ci. Dont d'une importance avérée dont les auteurs expliquent les motivations. L'ONG IDB entend renforcer le plateau technique de Chumel en particulier et le système sanitaire du Bénin en général pour une meilleure prise en charge sanitaire de nos populations. Accompagner les efforts du gouvernement béninois visant à faire du Bénin un pays moderne sur le plan sanitaire. L'une des ambitions du couple Phénix Humanitaire International et de IDG Bénin, c'est faciliter le travail du personnel de santé d'une part et de l'autre, permettre une bonne prise en charge de nos mamans et de nos bébés qui naissent aussi à Chumel chaque jour que le bon Dieu fait. Et j'aurais pu souhaiter encore que dans les jours à venir ou dans les années à venir, que ce partenariat reste toujours fructueux et apporte toujours un plus à nos différentes réformes et apporte aussi une visibilité aux différentes réformes opérées par le gouvernement actuel. Au CHUMEL, l'on se frotte les mains, certain que ce lot de matériel n'est qu'une première. En attendant, plusieurs autres bonnes volontés et un accompagnement du gouvernement qui déjà agit considérablement dans l'équipement de nos centres de santé. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée. Le Conseil national des rois du Bénin, par la voix du roi d'Avrancourt, a fait une déclaration ce mardi. La situation politico-économique que traverse le Bénin et surtout la fermeture de la frontière bénino-nigériane sont entre autres points abordés. Le Conseil national des rois du Bénin invite tout le peuple béninois à la sérénité. Suivez un extrait de la déclaration au micro de Théodule Onsa. Chers compatriotes béninois, le système de développement d'une nation rencontre naturellement assez d'obstacles. C'est ainsi qu'il y a environ 3 semaines, nos frontières avec notre voisin Nigeria sont fermées, créant ainsi un préjudice grave aux opérateurs économiques qu'à l'État, en un mot, à toute l'économie béninoise. Cette situation n'arrange personne. Dans nos investigations, d'aucuns nous informent des mains invisibles de certains de nos compatriotes politiques derrière cette manœuvre. Si cela était confirmé, nous voudrions leur dire de replier sans les menacer. Car, ce faisant, ils font plus du mal au peuple qu'aux gouvernants. Et nous leur demandons de mesurer l'impact de cette fermeture sur le mieux-être des femmes, enfants, jeunes et adultes qu'ils sont appelés demain à diriger. Dans ces mêmes investigations, nous avons appris que des conditions sont posées avant la réouverture des frontières à tous les pays concernés, dont le nôtre, naturellement. Nous voudrions pouvoir respectueusement demander au chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, de prendre la mesure de la situation par rapport à ces conditions posées par notre voisin. Excellence, Monsieur le Président de la République, ces conditions posées se signent publiquement, se signent légalement, mais aussi
Autrement, 3 points de suspension. Nous faisons entièrement confiance en votre auteur face à des situations délicates. Le Haut Conseil des rois du Bénin joue et jouera toujours sa partition et demande à l'instant même respectueusement à nos collègues du Nigeria, qui sont aussi très touchés, très affectés par cette situation, leur intervention pour une meilleure sortie des conditions. Nous pensons connaître le président de la République fédérale du Nigeria, son Excellence Muhammadu Buhari, homme de Dieu, qui sera ouvert à toutes les concertations, et c'est pour cela, sous la bénédiction des rois du Nigeria, nous tenterons de faire un résumé de tout ceci qui sera diffusé aussi sur les chaînes nigérianes. Vive les relations bénino-nigérianes, vive le Haut Conseil des rois du Bénin, vive la République, je vous remercie. Voilà pour le journal, merci de l'avoir suivi. Suivez après moi à 13h45 la rediffusion de Le Matin. Bonne suite des programmes sur E-Télé.